Je vais poser les deux questions en même temps parce qu'elles se rejoignent. Donc d'abord, il y a Koda qui nous demande est-ce qu'un jour, après avoir redécouvert les livres de Philippe Fabry, un futur empire décide de lutter contre le cycle des civilisations? On ne sait jamais, entre parenthèses. Et Gaucho, le gaucher droitier, qui nous dit les USA peuvent-ils utiliser l'historionomie pour échapper à leur futur effondrement? Alors, j'y crois pas. Je ne crois pas que les sociétés aient des capacités réflexives, c'est-à-dire de retour sur elles-mêmes, euh, à ce point. Parce qu'il faudrait. Et ça, c'est marrant, c'est aussi un élément qui est évoqué par Asimov en 24. Quand Harry Seldon explique que tout va se casser la gueule, le premier réflexe des élites impériales, c'est de lui dire mais alors, d'ailleurs j'y pense bientôt, il y a une série qui devrait sortir sur Apple, on n'en finit pas de l'attendre, mais c'est avec Jared Harris, je l'attends avec impatience cette série sur Fondation qui sera enfin adaptée. J'attends ça avec impatience. Donc les élites impériales lui disent mais attendez, puisque vous êtes capable de prédire l'avenir, ça veut dire que vous êtes capable, on est capable de changer les choses, on peut agir. Ils lui disent. Et ce que répond Harry Seldon, c'est oui, mais pour changer l'avenir, il y a deux solutions. Soit on n'a pas beaucoup de temps, et alors il faudra avoir une capacité d'action massive sur la société. Soit on a beaucoup de temps, et d'ailleurs c'est la clé de la réelle fonction de la fondation, mais j'en dis pas plus pour pas gâcher le plaisir de lecture à ceux qui liront. Mais soit on a beaucoup de temps, et à ce moment-là, on va changer juste une toute petite chose pour qu'à très long terme, comme ça, en éventail, ça aura un effet à très long terme qui sera très important. Et il dit aux gens, la capacité à influer sur suffisamment de monde, ça n'existe pas, parce que justement, le déterminisme est tellement fort, l'évolution de l'Empire est tellement profonde, elle touche tellement de gens qu'il faudrait être capable d'influencer directement une capacité de gens, ce qui dépasse la capacité d'influence de l'Empire lui-même actuellement politique. Et donc la réponse, ça sera ça, c'est que je pense qu'il faudrait avoir une capacité d'ingénierie sociale supérieure à tout ce que peuvent faire les gouvernements pour changer ou modifier dans un délai suffisamment bref pour que ça ait, que ça ait le but escompté, le fonctionnement de la population. Donc parce qu'il faudrait changer le fonctionnement de la mentalité des élites, le changement de la mentalité des universités, etc. Et vous voyez simplement le problème de suivisme qu'ont les politiciens avec tout ce qui est cancel culture ou toutes les innovations de la gauche, etc. Alors allez imaginer que ces gens soient capables de reformater totalement la pensée de la totalité de la population pour ça, je vois pas comment c'est possible. Ou il faudrait que mes travaux soient pris pour ceux d'un dieu et que ça crée une foi et qu'il y ait 100 millions d'Américains qui s'y convertissent et qui obéissent à ça aveuglément. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Et donc c'est pour ça, je pense, que aucune connaissance historique, même dans l'avenir, ne permettra de changer à long terme tout ça parce que ça ne peut pas être assez fort. C'est quelque chose qui est à un stade avancé intellectuellement. Il faut le comprendre. Il faut une grande partie de la population qui n'est même pas capable de comprendre ce que je dis. Hein. Je suis tout à fait lucide là-dessus. Sans parler de ceux qui intellectuellement sont capables de comprendre, mais ne voudront pas le comprendre parce que vous avez tout un tas de gens qui sont radicalement hostiles à l'idée de déterminisme historique, parce qu'ils veulent croire que l'évolution de la société est ouverte, que rien n'est sûr, etc. Souvent parce que ce sont des gens qui ont une certaine vision de la politique, qui défendent, qui se battent pour quelque chose, et si vous leur dites ce que vous dites, ça n'arrivera jamais, ils ne veulent pas vous croire. Donc en plus, arriver à faire entrer ça dans la tête de la grande masse de la population qui n'ouvre jamais un livre, par exemple, ben c'est tout simplement impossible. Impossible. Qu'est-ce qui va nous arriver, quoi? Vers quoi on s'oriente, et est-ce que la monnaie va être aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui perdent leur boulot ou qui ont un problème, disons, d'ordre des problèmes d'ordre financier en règle générale,
vers quoi est-ce qu'on risque de s'orienter avec cette monnaie dette qui aujourd'hui est la norme? Et en quoi, surtout, parce que c'est ça aussi, il n'y a pas que les risques, il y a également les opportunités. En quoi est-ce que la monnaie libre peut représenter une véritable, disons, alternative, quoi, pour permettre de se sortir de cet avenir de dette, peut-être? Alors, la monnaie dette, telle qu'elle est créée, en plus, elle pose un gros problème parce que le plus gros émetteur de dette, en fait, c'est l'État. Et l'État prétend, en fait, endetter le pays, c'est-à-dire y compris les gens qui ne font pas partie de l'État, au final, parce que l'État, c'est qu'une sous-partie du pays, au final. Pour moi, l'État, en fait, c'est l'ensemble des fonctionnaires et les quelques élus, les élus qui sont censés d'ailleurs le diriger, mais apparemment, ils ne le dirigent pas trop. Et j'ai l'impression qu'il est en roue libre avec des fonctionnaires, des administrateurs qui sont là et qui tiennent les rênes. Parce que les politiques, même les politiques, ils passent alors que les fonctionnaires restent. Ça pose un gros problème parce qu'ils sont souvent fonctionnaires à vie. Et quand ils ont des hauts postes, ils restent sur ces hauts postes à vie. Et ça pose un problème quant à la définition de la démocratie, la place d'un État dans la démocratie. Bon, ceci dit, ça c'est l'état des choses dans ces systèmes-là. Donc c'est bien de l'analyser, c'est bien de voir comment ça fonctionne, c'est bien de voir comment ça se déroule. Mais je dirais c'est un gros système inertiel. Alors qu'est-ce que c'est que l'inertie? L'inertie, c'est de dire qu'on n'arrête pas un poids lourd qui est lancé à 300 km/h. Vous voyez, vous l'arrêtez pas. Voilà, parce que c'est trop lourd, c'est inertiel. L'énergie représentée par ce poids lourd lancé à pleine vitesse est tout à fait colossale. Pour l'arrêter, il faut vraiment du costaud en face. Un État, c'est un truc beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc ça ne s'arrête pas comme ça non plus. Voilà, d'ailleurs, je pense que l'État qu'on a, en quelque sorte, est une continuité de l'État royal, lequel était une continuité de l'État féodal et lequel était une continuité de l'État romain. Parce qu'au final, encore beaucoup de choses qui sont présentes aujourd'hui, le notariat, par exemple, justement, qui gère les terrains, la terre, on a parlé de la terre tout à l'heure, tout ça est issu de l'administration romaine, en fait. Alors, ça a évolué, bien sûr, etc. Mais, donc, c'est très, très long. Comme principe, c'est très ancien, c'est très lourd et c'est en mouvement. Alors, pour arrêter ça, c'est pas avec le pouce. Il s'arrêtera pas, vous voyez, pour vous prendre en stop. Il déroule. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Sinon, à constater que c'est un truc très lourd, qui est en mouvement, voilà, qui est là. Bon, voilà. Donc après, on en tient compte, on n'en tient pas compte. Mais on n'est pas obligé, par contre, de se sentir concerné. C'est là que je vais, quand tu me dis qu'est-ce qui va nous arriver, je vais te dire, je comprends même pas la question. Moi, je m'attends pas à savoir de quoi demain sera fait. Je sais que demain sera fait pour l'essentiel de ce qui m'intéresse, par ce que je vais faire aujourd'hui, moi. Ouais. Donc, ce qui dépend pas de moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça m'intéresse pas. Je peux rien y faire. Donc, je ne peux m'intéresser qu'à ce que je peux faire de là où je suis, de mes activités, de là où j'officie. C'est là où j'ai le plus de prise. Moi, j'ai pas de prise sur ce qui se passe au loin. Bon, c'est bien de commenter ce qui se passe au loin. Je peux te faire un long commentaire sur la déviation de la galaxie Andromède qui est censée percuter la Voie lactée dans je sais plus, 100 millions d'années, je sais plus le chiffre. Enfin, bon, bref, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je peux te poser une question à ce moment-là. Est-ce que tu vas arrêter le choc de deux galaxies? Tu vas pas l'arrêter. Mais la question que je peux te poser, qui du coup va remettre les choses dans un cadre relatif, va permettre de relativiser, c'est est-ce que lorsque ce choc arrivera, tu seras là, toi, pour en témoigner, pour le vivre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que par tes choix personnels, tu peux avoir une incidence sur la trajectoire de la galaxie? Parce que, en l'occurrence, nous, là, actuellement, ce qu'on est en train de vivre, ce qui se passe peut-être quelque part à Paris ou ailleurs dans le monde, peu importe, ça va avoir une incidence directe sur nos vies actuellement. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que par nos actions à nous, on peut avoir une incidence dessus. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'exemple que tu viens de me citer avec la galaxie. Alors, ça se discute. Parce que selon les bouddhistes,
l'état de l'univers, donc le mouvement des galaxies, etc., tout ça, et même la création des étoiles, et voire même le Big Bang est un phénomène local, en fait, c'est un univers parmi d'autres. Voire même c'est la continuité de notre univers, enfin bon, bref, mais peu importe, mais essentiellement, ils vont pousser la responsabilité et l'importance de la conscience jusqu'à considérer que tout ce qui existe, y compris dans le cosmos, etc., n'est que le produit du karma des êtres conscients. Ça Voilà. se tient. Alors, Tu parles de l'inconscient collectif, quoi. Que c'est le karma des êtres conscients, alors passé, présent et futur, voilà, c'est l'ensemble des actes conscients qui produit les phénomènes extérieurs. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça se tient, quoi. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire qu'il y a des actes qui ont des portées courtes, des actes qui ont des portées moyennes et des actes qui ont des portées longues. Exact. D'accord ? Donc il y a des trucs qu'on ne peut pas arrêter parce qu'ils sont lancés et on n'arrête pas un poids lourd lancé à 100 km/h. Donc il y a des trucs qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est le produit d'actes antérieurs de toute façon et l'inertie de ce mouvement-là n'est pas modifiable. D'accord ? Donc si on regarde la monnaie dette par rapport à ça, alors bon, elle est en phénomène inertiel avec un nombre d'êtres humains qui y participent et qui continuent d'y participer qui est tout à fait colossal. On parle en milliards d'individus. Bon. La monnaie libre, on parle en milliers d'individus, c'est-à-dire 1 million de fois moins. Donc, on peut pas comparer deux systèmes qui sont à ce point différents en termes de poids. Hein, c'est comme comparer une bille avec Jupiter. Non, je peux jouer sur le mouvement de la bille, par contre. D'accord ? Par contre, je ne peux pas faire ça avec Jupiter. Je peux imaginer bouger Jupiter, mais il va me falloir des moyens et du temps, d'accord ? Et des moyens, il va falloir penser à ces moyens, etc. Et pour bouger la trajectoire du Jupiter, il va quand même falloir se lever très tôt, d'accord ? Alors qu'une bille, oui, hein, d'accord ? Donc, je peux agir sur la bille, pas sur Jupiter. Jupiter, tu l'as pas créé. Par contre, la bille, tu peux la créer. Tu vois, quand on crée une bulle monétaire, on parlait de ça. Quand on crée une bulle monétaire, quelle qu'elle soit, on peut en créer une autre. Et cette question-là de Marma, là, et qui dit est-ce qu'il serait possible de transformer le système de monnaie dette actuel en système basé sur la TRM sans devoir créer un système parallèle ? Voilà. Eh bien là, moi, je te dis la réponse est non. D'accord. Si tu considères les systèmes inertiels, je te dis la réponse est non, c'est pas raisonnable. Parce que vous n'êtes pas en train de comprendre ce à quoi vous faites face. Vous faites face à un système inertiel colossal, d'accord ? Donc vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez rien y changer. Il va dérouler son fil. Par contre, vous n'êtes pas obligé de rester sur le chemin. Vous n'êtes pas obligé de rester sur la route. Ça, oui. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas arrêter le camion qui est en train de foncer à 300 km/h, mais il suffit de sortir de l'autoroute. Hein. Et donc, voilà. Et donc, il suffit de faire un pas de côté pour ne pas participer ou se prendre le truc de point fouet. Enfin, ça dépend si on est dans le camion, sur le chemin du camion, intéressé par la cargaison du camion, etc. Bon, bref, peu importe. Bon, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé de participer à cette histoire de camion. Je veux dire, je peux m'éloigner de l'autoroute. Voilà, il y a des vertes prairies là-bas. Voilà, l'histoire du camion, c'est l'histoire du camion. Moi, j'y peux rien. Moi, je suis pas dans le coup. Moi, voilà, j'ai ni lancé le camion, je l'ai pas fait démarrer. Je suis pas concerné, quoi. Voilà, j'ai rien à y faire. Alors, de la même façon que je vais pas. Non, je suis vraiment pas concerné. De la même façon que je suis pas concerné par. Je peux rien faire à la trajectoire de Jupiter, quoi. Bon, celle de la Terre non plus, d'ailleurs. Je pense pas que je puisse y faire grand-chose. Voilà, donc c'est des trucs sur lesquels je me sens pas concerné et sur lesquels je ne peux pas agir. Voilà, et en plus, je vois pas bien à quoi ça pourrait mener d'essayer d'agir dessus. Je dirais à la limite, ça suit sa trajectoire. J'ai pas forcément à juger de ça non plus parce que le principe de relativité s'applique. Je veux dire, là, il y a des gens qui ont choisi. Ils ont choisi leur système monétaire. Là, ils ont fait leur choix. Donc, à la limite, qu'ils en vivent les produits bénéficiaires ou les conséquences positives ou négatives ou neutres ou quelles qu'elles soient, je veux dire, ça les concerne parce qu'ils ont fait ce choix. Par contre, là où je peux dire que je peux faire un autre choix. Voilà. Donc, et dans cet autre choix, j'aurais fait, là, dans ce cas-là, je prends la responsabilité de suivre un autre chemin. Et à partir du moment où je prends la responsabilité de suivre un autre chemin, je ne participe pas au premier système sur lequel je peux rien faire. Et par contre, je participe au développement d'un autre qui me semble plus efficace,
qui me semble mieux fondée, qui me semble avoir des promesses que l'expérience et les simulations démontrent qu'elles semblent intéressantes. Donc j'ai envie au moins d'expérimenter, voir ce que ça donne, et puis après, je pourrais dire, bon, ben, au moins, j'ai testé autre chose. Et à partir de là, je pourrais dire, voilà, bon, ben, maintenant, je peux faire la part des choses, j'ai participé au premier, j'ai vu ce que donnait le second, je peux faire un choix. Mais je ne peux pas faire un choix en méconnaissance de cause. Ça, je ne peux pas le faire, ce n'est pas un choix. Pour faire un choix, il faut qu'il y ait connaissance de cause. Hein. D'ailleurs, on dit bien en toute connaissance de cause. Alors, c'est si important, d'ailleurs, du coup, ce n'est pas justement les effets. Un camion qui faut 135 km/h, c'est un effet. Ce qui est intéressant, c'est les causes, mais à la limite, je me fous des causes du camion. Par contre, je m'intéresse aux causes que je suis en train de mettre en place aujourd'hui vis-à-vis des effets qu'ils auront demain. Ça m'intéresse de creuser la question. Donc là, toi, tu pars du principe que comme ce n'est pas toi qui as créé ce système monétaire, tu n'as t'as rien à y foutre, quoi, grosso modo. En revanche, ce que tu peux faire, c'est expérimenter à ton niveau, à toi, et avec les gens avec qui tu es en contact, pour créer quelque chose qui, là, corresponde à ce qui te semble éthique, pour le coup. Tu m'arrêtes, bien sûr, si je me trompe. Et en parallèle, moi, ce sur quoi j'aimerais que tu nous répondes, c'est: est-ce que ce système actuellement dans lequel on vit, de système centralisé avec une monnaie dette, etc., est-ce que ça a ou ça n'a pas un impact sur ta vie? Bah, c'est sûr que si le camion fonce à 35 km/h et que il va s'écraser en faisant des dégâts et que derrière à côté j'ai ma maison et je peux pas la déplacer, bah forcément je vais en subir des conséquences, c'est sûr. Bon, voilà. Mais après, justement, si je calcule un peu ce qui se passe, bah, je peux essayer de m'en tenir le plus éloigné possible. Voilà. Maintenant, voilà ce que je peux faire. Après, même si on voit les conséquences, même si on voit ce qu'il est possible de faire, parfois il n'y a rien à faire. Je suis pas sûr que les habitants d'Hiroshima ou Nagasaki, même s'ils avaient su que la bombe fonçait sur eux, mais trop tard, ils auraient eu le temps de s'échapper. D'accord. Donc, et c'était pas, ils ont rien pu y faire. C'est arrivé, et ils auraient sans doute pas pu s'échapper s'ils avaient été prévenus trop tard. Là, par rapport au système et tel qu'il joue, bon, on est prévenu en quelque sorte quand même depuis. Bon, on sait quand même avec l'histoire, hein, on sait un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que la crise de 29, elle a débouché sur des nationalismes exacerbés, des prises de pouvoir dictatoriales et puis des conflits. Bon, on a l'impression quand même que depuis 2008, c'est un peu il se reproduit un peu la même chose, d'accord? Donc on était prévenus en fait. On était prévenus depuis 1929, on était prévenus de ce qui pouvait se passer. Donc il y a des gens qui savaient, il y a des gens qui savent, et puis il y a des gens qui savent pas. Bon, voilà. Mais après, on n'est pas obligé de savoir parce que on juge pas non plus, on peut pas juger les phénomènes quand on a 40 ans que si on en a 12. Un enfant de 12 ans, comment il pourrait comprendre en quoi 1929-1940 ressemble à 2008-2020 c'est pas évident à comprendre. Comme à 12 ans, il peut pas. Il n'a pas l'information, il n'a pas le recul, il n'a pas les éléments ni de connaissances, ni heuristiques, ni logiques pour pouvoir étudier ce parallélisme. Bon, donc non, il faut pas nier le fait qu'on vit quelque chose qui, même si on le sait, peut effectivement avoir un impact sur nos vies, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on peut y faire quelque chose, donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. Alors là, je reviens au proverbe tibétain dont je t'avais parlé avant l'émission. Hein. Il y a un proverbe tibétain que je trouve extrêmement puissant. J'adore ce proverbe parce qu'il résume bien la question. Quand il y a un problème, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que, soit il y a une solution et il suffit de l'appliquer, d'accord ? Soit il n'y a pas de solution et ce n'est pas la peine de s'inquiéter, ça fait que rajouter du problème au problème, d'accord ? Donc, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, c'est pas la. Voilà. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que le truc est trop massif. Voilà, il n'y a pas de solution. Donc, il faut faire avec ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon, après, ça ne doit pas nous empêcher, par contre, d'essayer de développer autre chose. Voilà. Et c'est pas en essayant d'arrêter le camion qui est lancé en pleine vitesse qu'on va arriver à quelque chose. Exact. C'est en sortant de l'autoroute, comme nous disait Alia. Est-ce que c'est une bonne image, ça ? Sortir de l'autoroute pour, du coup, en n'utilisant pas l'argent dette. Est-ce que c'est ça, du coup, que tu suggérerais ?
Alors, sortir l'autoroute, ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser du tout, parce que c'est tellement massif que vous ne pouvez pas vous empêcher de l'utiliser. Moi-même, je l'utilise, je suis bien obligé. Par contre, dès que je peux ne pas l'utiliser, eh ben, je le fais. Voilà, Ok. dès que je peux m'en passer, je le fais, parce que je sais que si je l'utilise, je le nourris en quelque sorte. Hein, d'accord? Donc, bon, maintenant, il faut savoir quitter un système pour en adopter un autre de manière discrétionnaire, de manière différentielle, de manière souple. Voilà, faut pas vouloir tout ou rien. C'est pas 0 ou 1 pour passer d'un truc à l'autre, d'accord? Un enfant, il apprend pas à marcher tout de suite. Il tète sa mère d'abord et il n'arrête pas de téter sa mère du jour au lendemain. Hein. C'est pas le lundi, il se réveille, ah ben tiens, je vais arrêter de téter maman. Non, ça marche pas comme ça. Hein, c'est que voilà, donc c'est progressif. Voilà. Donc si on comprend si on essaie de penser les choses, les changements de manière progressive, mais par contre, il faut être déterminé. Ça ne doit pas empêcher d'être déterminé. Ça, c'est important aussi. Il faut être profondément déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'arriverez nulle part. Il y a une autre histoire tibétaine. Tiens. On avait demandé au Dalai Lama, qui avait quitté le régime chinois, qui avait envahi le Tibet dans les années 50, comment il avait fait pour rejoindre l'Inde. Parce que c'est fou, il y a l'Himalaya entre les deux. Enfin, c'est fou, quoi. Comment vous avez fait? Et il a répondu, j'ai mis un pied devant l'autre. Bravo. C'est juste ça. C'est la persévérance. Il y a un autre proverbe tibétain que j'aime beaucoup et qui dit voilà, pour pas avoir mal aux pieds, c'est pas très intelligent de recouvrir toute la terre de cuir. C'est vrai que là, si tu recouvres toute la terre de cuir, quand tu vas marcher sur du cuir, tout va être bien. Il suffit de mettre des sandales. Exact.